Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 avril 2021. Nous allons aborder les conséquences de l'essor économique. Nous allons tout d'abord parler de la vaccination et nous allons nous baser donc sur les États-Unis et le Royaume-Uni étant parmi les plus avancés. Nous allons également aborder le soutien dont ont bénéficié les différentes économies, un soutien qui a permis un essor du secteur manufacturier et des réouvertures, des fins de confinement qui ont permis un essor du secteur des services. Nous allons bien entendu parler de l'inflation parce que ce sera une semaine cruciale aujourd'hui concernant l'inflation, les attentes inflationnistes. Après l'IPP, nous allons prendre connaissance de l'IPC. Nous allons également parler assez rapidement du marché pétrolier depuis que l'OPEP+ a tranché pour un retour, une hausse progressive de sa production. Alors avant de débuter, avant de commencer par les points clés de cette semaine, nous allons débuter par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors quelles sont les principales actualités? Alors des marchés sur des records avec un S&P 500 qui clôture vendredi sur des records. Pareil pour le Dow Jones, malgré donc ce nouvel impôt sur les sociétés aux États-Unis, malgré les craintes inflationnistes et malgré la Chine qui exerce une certaine pression sur Taïwan, hein. Nous avons même un S&P 500 qui a donc réussi à se hisser au-dessus des 4000 points avant Pâques et stationne aux alentours des 4100 points, avec pour cible visiblement les 4200. Le Nasdaq est de retour sous ses records. Le Nasdaq qui a profité donc du repli des rendements américains pour se propulser à la hausse. Et donc, cette semaine pardon, sera marquée par l'IPC. Nous avons eu l'inflation IPP qui a été beaucoup plus élevé que prévu, à 4,2%, hein, ce qui n'a provoqué qu'une réaction à très court terme. Nous avons également le Covid qui continue à se propager à l'ouest et la Chine qui exécute des exercices à proximité de Taïwan. Donc plusieurs dangers, plusieurs risques qui ont été ignorés par les marchés. On atteste la situation de Wall Street sur des records ou aux portes de records historiques. Alors que nous réserve cette semaine? Un calendrier très chargé. Hormis la publication des résultats des grandes banques américaines, nous allons parler des résultats attendus hein, en fin de présentation. Nous prendrons connaissance de l'IPC américain, l'IPC aux États-Unis dès mardi. Jeudi, ce sera les ventes au détail aux États-Unis après la réception de ces fameux chèques de relance, des chèques qui devraient tout de même se traduire sur les chiffres, les prochains chiffres, hein, les chiffres du mois d'avril. Jeudi, nous prendrons connaissance des chiffres du mois de mars. Et enfin, les mises en chantier aux États-Unis et le PIB chinois du premier trimestre vendredi. Alors, on notera ici sur ce graphique de droite, hein, on voit cette forte hausse que l'on peut constater, forte hausse de l'IPP, et il y a une corrélation évidente, corrélation positive. Alors, est-ce qu'elle va se confirmer donc par une hausse de l'IPC? Réponse mardi. Le focus de la semaine, le boom économique, quelles sont les conséquences pour les marchés? Alors, tout d'abord, on va commencer par la vaccination. C'est ce qui a permis hein, la réouverture de certaines économies. Alors, nous avons le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont les plus avancés concernant leur programme de vaccination. On notera ici hein, leur classement, bien entendu, avant ça, il y a Israël qui sert, si je puis dire, de laboratoire, hein, de par son avancée dans la vaccination. Et on le voit ici, hein, selon les différents États, l'avancée de la vaccination aux États-Unis. Et donc, on va se baser dans cette présentation sur les États-Unis et le Royaume-Uni d'un point de vue économique, d'un point de vue industrie manufacturière, industrie également des services, étant donné que ils font partie des pays les plus avancés en termes de programmes de vaccination. Et ici, on peut le voir, hein, cet effet sur le PMI manufacturier, également le PMI des services, hein. Le Royaume-Uni est indiqué en bleu foncé, les États-Unis en bleu légèrement plus clair, hein. On le voit donc hein, ici, ce net rebond, que ce soit pour le manufacturier ou pour les services. Alors, il y a eu un énorme soutien fiscal, hein, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ménages ont beaucoup plus de liquidités actuellement qu'hors pandémie, c'est-à-dire qu'ils ont plus de liquidités que s'il n'y avait pas eu de pandémie.
Et donc, cela se reflète sur l'industrie manufacturière. On atteste ici ce graphique, de gauche, hein, et on a des demandes de biens durables, qui sont assez, une demande de biens durables robuste parce que ces biens peuvent être consommés, peuvent être commandés, même en période, de confinement. Et en se basant sur les États-Unis et le Royaume-Uni, on peut voir que, nous avons donc dès qu'il y a une levée des restrictions, une levée des confinements, une réouverture des économies, on a un réel essor, un réel boom, des services. Et donc on peut émettre l'hypothèse que ce sera le cas pour toutes les économies les plus avancées, une fois qu'il y aura une levée des restrictions. Donc, le cas des États-Unis et du Royaume-Uni nous donne une indication de ce qui pourrait se passer d'un point de vue global. Et c'est ce que l'on attend très prochainement au vu de l'avancée de la vaccination et donc dans d'autres pays, donc notamment la zone euro, mais également le Japon, donc des États-Unis, un Royaume-Uni qui nous servent d'exemple et un scénario qui pourrait se répliquer. Alors, les marchés sont soutenus. Cela a permis, dans un premier temps, une forte reprise qui a trouvé son carburant dans ce que l'on appelle l'hélicoptère monnaie, la monnaie hélicoptère, grâce notamment au plan de Joe Biden. Et nous avons également de la part de la Réserve fédérale américaine une politique monétaire qui reste inchangée. Alors, ce qui pourrait menacer ce setup, ce qui pourrait menacer cette configuration, c'est l'inflation. Alors, cette inflation a jeté un froid sur les marchés pendant un certain temps, mais depuis peu, depuis le début plutôt, la Réserve fédérale américaine et même d'autres grandes banques centrales essaient de persuader les investisseurs que cette menace est infondée, qu'elle est inexistante. Et pourtant, on le voit ici, face à cet indice des prix de l'ISM américain en nette hausse. Et on aura la réponse. On pourrait avoir des craintes qui seront renforcées cette semaine lorsque l'on prendra connaissance de l'IPC. Donc une semaine qui sera cruciale de ce point de vue-là. Et cette menace inflationniste pourrait remettre en question justement les déclarations de la Réserve fédérale américaine et la hausse également de Wall Street. Wall Street qui est tout de même sur des records. Alors voilà pour concernant donc ces différentes données, voilà concernant les attentes que l'on peut avoir sur les différents pays avancés après une accélération de la vaccination en se basant sur les États-Unis et le Royaume-Uni et donc une semaine qui sera cruciale concernant l'inflation. On passe à présent sur le pétrole. Quelle orientation pour les cours du pétrole? Alors, ce qu'il faut savoir, donc l'OPEP+ a décidé de normaliser sa production, hein. Sur le graphique de droite, on retrouve la nouvelle production qui a été décidée en rouge et en noir, on retrouve hein, donc la production totale. Ici, on retrouve les stocks. On s'attend donc à une légère hausse de ces stocks, hein, avec l'OPEP+ qui a augmenté sa production de 0,35 millions de barils par jour en mai et juin, puis de 0,45 millions de barils par jour en juillet. À noter également, et ça c'est capital, l'Arabie Saoudite annule progressivement ses réductions volontaires de 0,25, 0,35 et 0,40 millions de barils par jour de mai à juillet. Et donc en parallèle, ce qui devrait éponger ce surplus pétrolier. L'OPEP+ s'attend à une reprise de la demande pendant l'été. Et donc, on pourra atteindre les seuils observés avant la pandémie. Il faut tout de même noter hein, que ces données n'incluent pas les produits condensés qui ont été exclus des réductions de production. Et on pourra avoir donc un équilibrage hein, du marché pétrolier grâce à cette augmentation de production qui devrait être accompagnée d'une hausse de la demande pendant l'été. Mais nous avons tout de même un problème parce que l'OPEP a la main sur ce marché pétrolier, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres producteurs, et il y a des arrêts de production pour maintenance qui pourraient peser justement sur ces attentes des pays membres de l'OPEP+, et donc certains pays suspendent temporairement leur production. Et la production pourrait être réduite de 0,8 millions de barils par jour à cause justement de ces arrêts temporaires pour maintenance en Norvège et au Canada. Alors on voit ici la Norvège, donc ça concernera toute cette production-là. Alors
est-ce que, donc la Norvège, voilà, donc ici non, alors excusez-moi, la Norvège, c'est à ce niveau-là et c'est le Canada. Voilà, je m'en doutais, hein, le Canada qui est l'un des plus gros producteurs de pétrole. Donc les arrêts de maintenance concernant le Canada, ce sera donc toute cette partie-là et on retrouvera au-dessus la Norvège, hein. Donc une réduction de la production assez conséquente, notamment en provenance, du Canada en avril et en mai, mais également l'été, en août et en, septembre-octobre aussi. Donc prudence, malgré cette décision, de l'OPEP, on pourra avoir donc des réductions de production dues à la maintenance, dues à des maintenances en provenance de Canada, et de la Norvège qui pourraient, propulser, qui pourraient être un catalyseur haussier, pour les cours de pétrole. Nous allons à présent nous attarder sur la saison des résultats du premier trimestre aux États-Unis avec des bancaires américaines qui lanceront, le début de cette saison. D'un point de vue général, concernant les entreprises du, S&P 500, voilà ce que l'on attend. On attend une croissance des résultats de 23,8. Dans ce cas-là, ce serait la plus forte croissance des résultats depuis le troisième trimestre, 2018. On peut le voir ici, hein, graphiquement, nous avons le chiffre d'affaires et les bénéfices qui sont représentés sur ce graphique en nette hausse. C'est ce que l'on peut constater graphiquement. Et donc, on a une croissance attendue du premier trimestre 2019 au premier trimestre 2021 de 18,1%. Ça, c'est concernant les résultats. Concernant le chiffre d'affaires à présent, la croissance attendue est de 6,3%. Ce serait la plus forte croissance du chiffre d'affaires depuis le premier trimestre 2019. Et donc, une croissance attendue de ce chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 au premier trimestre 2021 de 10,6%. Donc des attentes élevées, on attend une croissance donc de 25%, des attentes très élevées. Attention à toute déception tout de même, hein. Je pense que Wall Street attend justement ces résultats qui pourraient être un catalyseur, hein, pour les indices américains, notamment pour le S&P 500 avec des entreprises qui devraient enregistrer la plus forte croissance des bénéfices depuis le troisième trimestre 2018 et le taux de croissance du chiffre d'affaires le plus élevé depuis le premier trimestre 2019. Et donc le balai des publications de résultats sera lancé par Wells Fargo, par les banques et institutions financières. Donc Wells Fargo mercredi, JP Morgan mercredi, Goldman Sachs mercredi. Jeudi, on prendra connaissance des résultats de Citigroup et de BlackRock et on terminera la semaine avec Morgan Stanley. Et justement, concernant cette semaine, les différentes données économiques, les données clés que nous avons déjà abordées en début de présentation, bien entendu, les ventes de détail et l'IPC. Alors, ce sont les deux publications qui seront attendues. Ce sont des publications pour le mois de mars, l'inflation mardi à 14h30, les ventes de détail mercredi à 14h30. Alors, les Américains ont déjà reçu leur chèque de relance et donc il ne sera pas étonnant de voir une augmentation des ventes au détail de plus de 20% en glissement annuel, mais cela peut s'expliquer également, hein, par le déclin que l'on a pu constater suite à la pandémie, hein. C'est ce qui explique en partie, entre autres avec cette réception des chèques de relance, c'est ce qui explique cette nette hausse en glissement annuel. Et on aura donc normalement, on devrait avoir une reprise de l'inflation qui sera associée principalement à l'effet corps et l'inflation globale qui pourrait augmenter de 2,1 à 2,2% et l'inflation de base de 1,4 à 1,5%. Et donc, bien entendu, on devrait avoir un rebond plus important dans les données d'avril et c'est là que les pressions inflationnistes pourraient intervenir. Il y aura une inflation des coûts, notamment suite aux réouvertures. Donc des données cruciales et des données qui le seront encore plus concernant le mois d'avril. Et donc, vous l'aurez compris, cette semaine sera extrêmement chargée avec d'un côté le début de publication de résultats, c'est peut-être ce qu'attend Wall Street en vue de progresser, mais d'un autre côté, des craintes inflationnistes qui pourront être ravivées. Donc on est vraiment dans l'incertitude totale, une semaine qui sera rythmée très certainement par le calendrier économique et par le calendrier des publications et bien entendu avec en gardant les yeux rivés sur le 10 ans américain, sur les rendements
obligataires qui seront bien entendu également, dépendants de ces publications, notamment de l'inflation mardi à 14h30. Donc une semaine très importante pour les marchés, des marchés qui ont ignoré plusieurs risques, mais des marchés qui feront face à des données concrètes. Et sur ce, nous allons mettre un terme à cette, vidéo hebdomadaire. Je vous souhaite un très bon, début de semaine, une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain, Good Morning Market. Au revoir.